J'ai 83 ans et je me réveille encore tous les matins à 6 heures. Pas parce qu'un réveil me le dit. J'ai jeté mon réveil en 1989 et il ne m'a pas manqué une seule fois. Je me réveille parce que mon corps sait. 60 et quelques années à me réveiller à 6 heures ont câblé quelque chose en moi qu'aucune quantité d'arthrite ou d'âge n'a réussi à recâbler. 6 heures, yeux ouverts, même plafond au-dessus de moi, même fissure dans le plâtre que je regarde depuis avant que la moitié de mes enfants ne quittent la maison. Les gens pensent que je fais quelque chose d'extraordinaire quand je me réveille. Ils imaginent du yoga à l'aube ou quelque ancien secret transmis à travers des générations. La vérité est bien moins romantique et bien plus honnête. Je me réveille chaque matin et je choisis de ne pas disparaître. C'est tout le secret, c'est tout. Je choisis chaque jour, d'être encore là au sens le plus plein du terme. Pas seulement respirer, pas seulement prendre de la place dans une chaise près de la fenêtre, mais présente, avec un but, et franchement un peu têtue là-dessus. Je vis seule dans la même maison que Vincent et moi avons acheté en 1971. Je cuisine mes propres repas. Je lave ma propre vaisselle. Je sors mes propres poubelles, ce que mon voisin Gérald essaie de faire pour moi chaque mardi, sans faute. Et chaque mardi, je lui dis que je suis parfaitement capable. Il rit. Je ris. Nous avons cette conversation depuis 3 ans. Les poubelles sont sorties. Je les sors. C'est comme ça que ça marche. Ma fille Linda m'a appelée au printemps dernier et a dit « Maman, tu ne crois pas qu'il est temps qu'on parle de… » Et j'ai dit « Linda, si le prochain mot qui sort de ta bouche est « option », je raccroche. » Elle a ri nerveusement, puis elle l'a dit quand même. Elle a 56 ans et elle n'a toujours pas appris que je peux entendre la pause avant la phrase qu'elle a peur de dire. Je n'ai pas raccroché, je l'ai laissée parler. Elle m'aime. Et c'est de là que vient ce discours, pas de la cruauté, mais de la peur, sa peur. Et je la comprends. J'avais peur aussi quand ma propre mère a vieilli. Je l'ai regardée assise dans son fauteuil comme si elle avait déjà décidé quelque chose. Alors je tournais autour, je m'agitais, je réarrangeais sa cuisine sans demander, et elle me regardait avec des yeux qui disaient tout ce qu'elle était trop polie pour dire à voix haute. Je comprends maintenant ce que ses yeux disaient. Ils disaient « Je suis encore là. Arrête de me traiter comme un souvenir. » Alors j'ai laissé Linda parler. Et quand elle a eu fini, je lui ai dit ce que je vais vous dire. Pas parce que je veux être admirée, mais parce que j'ai vécu assez longtemps pour connaître la différence entre être en vie et être gérée. Et je refuse, avec chaque matin qu'il me reste, d'être gérée. Laissez-moi vous parler de mes matins. Je me réveille à 6 heures. Je reste là, allongée exactement aussi longtemps que j'en ai besoin. Certains matins, c'est 2 minutes. Certains matins, c'est 20. Et je fais quelque chose que je pense que la plupart des gens ont oublié comment faire. Je fais le point. Je reste simplement allongée et je me demande « Qu'est-ce qui fait mal? Qu'est-ce qui fonctionne? De quoi ai-je besoin aujourd'hui ?» Je prends des nouvelles de mon propre corps, comme vous prenez des nouvelles de quelqu'un que vous aimez qui a traversé beaucoup de choses. Avec honnêteté, sans drame, genou gauche raide, épaule droite meilleure qu'hier, les mains s'y mettent, esprit clair, bien, ça suffit pour se lever. Je me lève lentement. Et je veux être très honnête à ce sujet parce qu'il y a un certain genre de malhonnêteté dans la façon dont on parle du vieillissement. Soit on prétend que c'est une tragédie, soit on prétend que ce n'est rien. Et aucune de ces choses n'est vraie. Sortir du lit me prend plus de temps qu'avant. Je tiens le montant du lit. Je laisse mes pieds trouver le sol. Je me lève et j'attends que ma colonne vertébrale se souvienne à quoi elle sert.
Mais mon moi plus jeune ne savait pas ce que je sais maintenant. C'est que la douleur est une information, pas une sentence. Elle vous dit quelque chose. Vous écoutez. Et ensuite, vous continuez. La première chose que je fais est d'aller à la fenêtre. Toujours. Avant le café, avant la salle de bain, avant quoi que ce soit. J'ouvre le rideau et je regarde dehors. Je fais ça chaque matin depuis tant d'années que je ne pourrais pas vous dire quand c'est devenu une habitude et quand c'est devenu quelque chose de plus. Je regarde le chêne dans le jardin, je regarde la rue, je regarde quel temps est arrivé dans la nuit. Le monde là dehors fait quelque chose, il ne s'est pas arrêté. Et pendant un petit moment calme, je suis debout à ma fenêtre, en chemise de nuit à 6 heures du matin, et je me souviens que j'en fais partie. Vincent me taquinait à propos de ça. Il arrivait en traînant les pieds dans la chambre avec ses pantoufles en cuir marron, et il disait « Laura, qu'est-ce que tu cherches là dehors ?» Et je n'ai jamais eu de bonne réponse pour lui. Je n'en ai toujours pas. Je ne cherche rien en particulier. Je regarde, c'est tout. Je m'assure juste que le monde est encore là et que je suis encore dedans. Vincent est mort il y a 15 ans ce mois de novembre. Les pantoufles marrons sont au fond du placard. Je ne peux pas les jeter. Après la fenêtre, je fais mon lit. Immédiatement, non négociable. J'ai fait mon lit chaque matin de ma vie adulte, à 2 exceptions près. Le matin, après que Vincent et moi nous sommes mariés, et le matin après sa mort, quand je me suis assise au bord pendant 2 heures et que je ne pouvais pas bouger. Tous les autres matins de 60 ans, lit fait avant le petit déjeuner. Je sais que les gens pensent que c'est une petite chose. Ce ne l'est pas. C'est la toute première décision de la journée. C'est le corps qui dit que ce jour compte assez pour commencer correctement. C'est l'esprit qui dit que vous n'êtes pas une personne qui attend de mourir. Vous êtes une personne qui a un lit fait et un endroit où aller. Puis la salle de bain. 20 minutes, pas plus. Je me lave le visage à l'eau froide. Je le fais depuis que je suis une fille. Le conseil de ma mère. Je me brosse les dents. Je me regarde dans le miroir. Et je veux faire une pause ici parce que je pense que c'est quelque chose que les femmes de mon âge sont censées soit éviter, soit déplorer. Je ne fais pas ça. Je regarde mon visage dans le miroir et je pense, c'est le mien. Chaque ligne, celle au coin de ma bouche, de décennies de rire, celle entre mes sourcils, de décennies d'inquiétude, la peau souple sous ma mâchoire, les cheveux blancs que j'ai cessé de combattre à la fin de ma soixantaine. Ce visage a beaucoup vécu. Je ne vais pas m'excuser de ce à quoi ça ressemble. Je m'habille correctement. C'est celui qui surprend le plus les gens. Chaque jour, je m'habille comme si j'allais quelque part, parce que j'y vais. Je traverse la journée, ça compte. Je porte de vrais vêtements, pas une robe de chambre, pas un pyjama toute la journée. Je mets un pantalon et un chemisier ou un pull. Je me coiffe. Je mets une petite quantité de rouge à lèvres, ce que je fais depuis que j'ai 16 ans, ce que ma mère a fait jusqu'à ses 80 ans, et ce que j'ai l'intention de faire jusqu'à ce que je ne puisse plus gérer le bouchon. Quand je mets du rouge à lèvres le matin, je fais une déclaration. Je dis que je suis une femme. Je suis là. Et je fais attention. Petit déjeuner. Je cuisine le mien chaque matin. Du porridge la plupart des jours. Certains matins des œufs, certains matins des tartines avec de la marmelade d'orange, le genre avec l'écorce épaisse. Je mange à ma table de cuisine. Pas debout au-dessus de l'évier, pas devant la télévision. Je m'assois. Je mange lentement. Je goûte ma nourriture. Ça a l'air de rien, c'est tout. Et regardez, il y a une sorte d'effacement qui arrive aux personnes âgées dont personne ne parle directement. Vous devenez invisible par degrés.
D'abord, le monde arrête de vous regarder. Ensuite, votre propre famille commence à parler de vous à la troisième personne pendant que vous êtes dans la pièce. Puis, si vous n'y prenez pas garde, vous commencez à disparaître de vous-même aussi, à traverser vos jours comme un fantôme dans votre propre maison. J'ai vu ça arriver à des femmes que j'aimais. Je l'ai vu arriver à mon amie Éléanore, qui était la personne la plus vive que j'ai jamais connue. Et je l'ai regardée, dans les 5 dernières années de sa vie, simplement s'éteindre, comme une lampe sur un variateur lent. Elle n'est pas morte de quelque chose de précis, elle est simplement devenue de plus en plus petite jusqu'à ce qu'un matin, elle ne soit plus là. Elle avait 79 ans. Elle méritait plus de matins. Je pense à elle chaque matin. Je pense à elle quand je suis fatiguée ou quand mon genou est mauvais ou quand Linda appelle avec ce ton particulier dans sa voix. Je pense à Éléanore et je me lève. Après le petit déjeuner, je fais mes exercices. Et je veux être très claire. Ce ne sont pas les exercices d'une femme qui essaie de paraître 40 ans. Je ne fais pas des squats en brassière de sport. Ce que je fais, c'est ceci. Je me tiens dans ma cuisine et je fais une série de mouvements doux. Je tends mes bras au-dessus de la tête, lentement, avec précaution. Je fais tourner mes chevilles une à une comme ils me l'ont appris après la chute. Oui, je suis tombée, il y a 7 ans dans l'allée, de la glace que je n'avais pas vue. Je suis tombée vite et fort. Je ne me suis rien cassé, ce qui a surpris tout le monde, moi y compris. Je me suis relevée. Je suis rentrée. J'ai mis de la glace sur ma hanche et j'ai appelé mon médecin, dans cet ordre. Mais je ne tiens plus la glace pour acquise et je fais mes exercices. Le tout prend peut-être 15 minutes. Ce n'est pas impressionnant, mais c'est la raison pour laquelle je peux encore marcher jusqu'au bout de ma rue et revenir. C'est la raison pour laquelle je peux encore monter mes propres escaliers. C'est la raison pour laquelle, quand Gérald propose de sortir mes poubelles, je peux honnêtement lui dire que je n'ai pas besoin de lui. Ensuite, je sors. Et voilà le truc. Je sais ce que les gens pensent. Et si vous tombez? Et s'il fait froid? Et si? Et je comprends l'amour sous l'inquiétude. Je le comprends complètement. Et je le rejette quand même. Je sors chaque matin, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Dans la mesure du raisonnable, je ne marche pas dans un orage. J'ai 83 ans, pas imprudente. Mais chaque matin où c'est possible, je mets mon manteau, je lasse mes chaussures et je marche, pas loin, jusqu'au bout de Primrose Avenue et retour, ce qui fait environ un demi-mile. Parfois je m'arrête et je parle aux gens, parfois non. Parfois je fais tout le trajet en silence, en écoutant simplement le quartier, le son des choses qui continuent, le son d'un monde qui ne s'est pas arrêté à cause de moi. Je marche sur cet itinéraire depuis si longtemps que le quartier a changé autour de moi plusieurs fois. Les familles se succèdent, les arbres grandissent et se font couper et de nouveaux sont plantés. J'ai regardé 3 générations d'enfants apprendre à faire du vélo dans cette rue. Il y a une jeune femme, elle doit avoir 26 ou 27 ans, qui s'appelle Sophia, qui a emménagé plus bas dans la rue il y a environ 18 mois avec un bébé. Lors de mes promenades au début, je disais bonjour. Après quelques semaines, nous avons commencé à parler. Elle m'a dit qu'elle s'était éloignée de sa famille pour prendre un travail qui est tombé à l'eau. Et maintenant, elle travaillait en freelance et elle galérait. Et elle ne voulait pas appeler sa mère et l'avouer parce que sa mère avait été contre le déménagement. Je lui ai dit « Ta mère préférerait savoir que ne pas savoir ». Je l'ai dit simplement, comme un fait. Elle a appelé sa mère la même semaine.
Elle m'a dit que c'était l'appel le plus épuisant et le plus soulageant qu'elle ait jamais eu. Sophia maintenant frappe parfois à ma porte le soir avec un morceau de ce qu'elle a cuisiné. Et moi, en retour, je lui ai montré comment faire une vraie pâte à tarte et comment endormir un bébé quand rien d'autre ne marche. Je vous parle de Sophia parce qu'elle fait partie de mes matins, et mes matins sont tout l'enjeu. Les jours où je ne marche pas, je fais quand même quelque chose. Je lis. J'appelle quelqu'un. Je fais quelque chose qui demande à mon cerveau de s'engager. Je lis tous les jours. En ce moment, je travaille sur un livre sur l'Empire ottoman que mon petit-fils David m'a offert pour Noël. Il a 23 ans. Il étudie l'histoire. Et il me regarde parfois avec une expression qui est à moitié de l'admiration et à moitié de la perplexité. J'aime cette expression. Je travaille pour continuer à la mériter, ce que je ne fais pas dans mes matins. Je ne regarde pas la télévision avant midi. Je ne reste pas assise avec mon téléphone à attendre qu'il fasse quelque chose. Le matin est le moment où je m'appartiens entièrement. Après 83 ans d'appartenir à un mari et à des enfants et à des parents et à des emplois et à des attentes, le matin est à moi. Je le protège avec tout ce que j'ai. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose avant que je continue. Il viendra un jour où je ne pourrai pas faire tout ça, où les promenades seront plus courtes, où cuisiner sera plus difficile. Je le sais, je ne fais pas semblant que ça n'existe pas. Ce que je dis, c'est que ce jour-là n'est pas aujourd'hui. Et l'ensemble de mon effort chaque matin est de m'assurer que quand ce jour viendra, il viendra le plus tard possible. Et parce que mon corps l'aura décidé, pas parce que mes enfants auront eu peur et l'auront décidé pour moi. Il y a une différence entre besoin et supposition. Ma famille m'aime, et parfois ils supposent que j'ai besoin de choses dont je n'ai pas encore besoin. Je résiste, doucement mais fermement, parce que je sais ce qui arrive à une personne qui cesse d'avoir la chance de faire des choses par elle-même. Vous perdez la capacité, pas progressivement, plus vite que vous ne le pensez. Le corps et l'esprit ne sont pas des objets que vous rangez, ce sont des choses que vous utilisez. Chaque jour que vous les utilisez, vous les gardez. Chaque jour que quelqu'un d'autre les utilise pour vous, vous en perdez un peu plus. Ma voisine Dorothy dit que le secret du vieillissement est de ne jamais cesser de vouloir des choses. Pas forcément de grandes choses, juste des choses. Un livre que vous n'avez pas encore lu, une recette que vous n'avez pas encore essayée, une question à laquelle vous n'avez pas encore répondu. Elle dit que le moment où vous cessez de vouloir des choses est le moment où vous commencez à rapetisser. Je veux des choses. Je veux finir le livre sur l'Empire ottoman. Je veux faire le ragoût d'agneau de Sophia et l'améliorer avec plus de romarin. Je veux voir son bébé Rosie faire ses premiers pas. Je veux parler à David de ce qu'il apprend. Je veux me tenir à ma fenêtre un matin de mercredi quelconque et regarder la lumière entrer à travers le chêne et ressentir quelque chose de plus profond et de plus calme que le bonheur. Quelque chose qui ressemble davantage à la justesse. Voilà ce que je fais chaque matin pour ne dépendre de personne. Pas du yoga à l'aube, pas un ancien secret. Je me lève, je regarde par la fenêtre, je fais mon lit, je m'habille comme si la journée comptait. Je mange mon petit déjeuner lentement et je le goûte. Je bouge mon corps avec soin. Je sors. Je parle aux gens comme s'il valait la peine qu'on leur parle. Je reste curieuse. Je reste présente. Je refuse, avec tout ce que j'ai, de disparaître. J'ai 83 ans. J'ai vécu assez longtemps pour savoir quel cadeau c'est et quelle responsabilité.
assez longtemps pour avoir enterré un mari et des amis et de la famille, des gens qui n'ont pas eu les années qui m'ont été données. Je pense souvent à eux, surtout le matin, dans ces premières minutes calmes à la fenêtre quand la lumière entre et que le monde commence tout juste. Et j'ai encore un jour de plus pour être là, de la façon la plus pleine que je sache. Je ne vais pas le gaspiller. Je ne vais pas m'asseoir dans un fauteuil et attendre que ça finisse. Je vais lasser mes chaussures et mettre mon rouge à lèvres et marcher jusqu'au bout de Primrose Avenue et revenir et faire signe à Gerald et dire bonjour à Sophia et rentrer à la maison et faire mon café et m'asseoir à ma table de cuisine et être, aussi longtemps que je le peux encore, exactement et entièrement moi-même. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. Et honnêtement, c'est tout à fait assez. Une de mes filles m'a appelée la semaine dernière, Linda. Elle a dit que des gens regardent ces vidéos et parlent de notre famille. Je lui ai dit bien. Peut-être que quelqu'un a besoin de l'entendre. Si cette histoire vous a atteint aujourd'hui, laissez un like. Ça me dit de continuer. Et si vous savez ce que ça fait de se battre pour votre droit d'être encore vous-même dans votre propre maison, dites-le moi dans les commentaires. Je les lis tous, chacun. Abonnez-vous si vous voulez continuer à parler. Chaque semaine, je m'assois à cette table et je vous dis la vérité. Parce que quelqu'un doit le faire.